La grandeur de cette soirée était palpable, l'air vibrait d'anticipation pour le concert de musique classique dans les murs anciens du théâtre. En tant que violoniste, moi, Sébastien, j'avais toujours trouvé refuge dans les mélodies complexes et les symphonies harmonieuses qui remplissaient ces espaces. La musique n'était pas seulement ma profession, c'était mon sanctuaire, mon lien avec le monde au-delà des notes sur la page. Le concert avait commencé ce jour-là avec le gonflement des cordes, l'air résonnant des souffles collectifs d'un public captivé. Notre ensemble, mélange de musiciens chevronnés et de talents prodigieux, jouait avec une ferveur qui démentait les années de formation rigoureuse. C'est lors du deuxième mouvement, un adagio délicat, que l'harmonie fut brisée. Le claquement sec des coups de feu résonna dans la salle, intrusion malveillante qui transforma la musique en cacophonie de cris et de chaos. Depuis la scène, j'ai vu avec horreur la confusion et la panique envahir les spectateurs. Le cauchemar surréaliste se déroulait au ralenti, mon cerveau peinant à saisir la réalité. « Sébastien, on doit quitter la scène maintenant », murmura Anna, la première violoniste, les yeux écarquillés de peur. Mais je ne pouvais pas bouger, paralysé non par la peur, mais par un sentiment de responsabilité. C'étaient nos mécènes, nos fans, l'âme des arts, et ils étaient attaqués dans notre sanctuaire. Les tirs cessèrent un instant, remplacés par des pas lourds et une respiration haletante. Le tireur se déplaçait dans le théâtre, sa présence un spectre menaçant hantant ces lieux autrefois sacrés. Dans ce silence inquiétant, un plan se forma dans mon esprit. Je connaissais le théâtre comme ma poche, chaque recoin, chaque passage des artistes d'antan. Si quelqu'un pouvait se frayer un chemin dans ce chaos, c'était moi. Anna, dis à tout le monde de se cacher. Je vais essayer de l'arrêter. Dis-je, la voix plus assurée que je ne me sentais. Sébastien, tu es fou. Tu ne peux pas. Je connais cet endroit, Anna. C'est notre meilleure chance. Appelle la police et reste caché jusqu'à mon retour. Sans attendre sa réponse, je quittai la scène, avançant résolument dans les couloirs des coulisses. Mon cœur battait à tout rompre, un tempo frénétique qui suivait mon rythme accéléré alors que je manœuvrais dans les passages labyrinthiques. Le bruit des mouvements du tireur me guidait, une symphonie sinistre que je suivais, portée par une détermination que j'ignorais posséder. À mesure que je m'approchais, la réalité de ce que j'allais faire m'a frappé. Je n'étais pas un héros, juste un musicien. Et pourtant, me voilà, poursuivant un fou dans un jeu mortel du chat et de la souris. Les coulisses étaient faiblement éclairées, les ombres ma seule protection alors que j'apercevais le tireur rechargeant son arme. Il me tournait le dos, une vulnérabilité momentanée que j'ai saisie, me jetant sur lui avec une arme de fortune, un morceau d'équipement de scène cassé attrapé en chemin. La collision nous a fait tomber au sol, l'arme glissant dans l'obscurité. Ce qui suivit fut un tourbillon de mouvements, une lutte désespérée pour survivre. Chaque cours d'autodéfense suivi à contre-cœur, chaque once de force en moi, tout était canalisé dans cet instant. Je ne te laisserai pas détruire ce qu'on a construit ici, à Le Tège. Ma voix mêlant détermination et peur, tandis qu'on luttait sur le sol froid et dur. Le tireur riposta avec une férocité surprenante, sa détermination évidente dans ses gestes. Mais l'avantage était de mon côté, nourri par l'adrénaline et ma connaissance intime des lieux. Pendant qu'on luttait, je ne pouvais m'empêcher de me demander comment on en était arrivé là. Quelle série d'événements avait poussé cet homme à perturber une célébration artistique par la violence et la terreur? La réponse, je le craignais, ne serait pas simple, mais à cet instant, tout ce qui comptait, c'était de l'arrêter, d'assurer la sécurité de ceux venus partager la beauté de la musique pour se retrouver prise dans un cauchemar. La lutte semblait s'étirer à l'infini, chaque seconde une vie d'effort et de peur. Le tireur était fort, son désespoir lui donnant une force sauvage et imprévisible, difficile à contrer. Mais j'avais quelque chose de plus puissant de mon côté, une détermination née de l'amour pour mon art et l'espace sacré qu'il habitait.
Ce théâtre était plus que des briques et du mortier. C'était un sanctuaire pour ceux qui croyaient au pouvoir transformateur de la musique. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas laisser cet homme le profaner davantage. Pendant que nous nous battions, je réalisais que le morceau d'équipement de scène cassé que j'avais manié comme arme pressait maintenant contre sa gorge. C'était une tige métallique, partie d'un support qui s'était brisé lors du chaos initial. Avec toute la force qu'il me restait, je l'ai pressé contre lui, le clouant au sol avec un levier que je ne savais même pas posséder. « Arrêtez cette folie !» soufflai-je, le souffle saccadé par l'effort. « Pourquoi fais-tu ça ?» Un instant, ses yeux croisèrent les miens, et j'y vis non pas la férocité d'un prédateur, mais le désespoir d'un homme acculé par ses propres démons. Il était maigre, pas beaucoup plus fort que moi. Ce n'était ni un attaquant aguerri, ni un mercenaire, j'en étais sûr, sinon il m'aurait plaqué au sol en un instant. Mais alors, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Il haletait, se débattant dans mon étreinte. Mais le combat le quittait, ses forces déclinaient. C'est alors que des pas résonnèrent dans les coulisses. La cavalerie arrivait, agents de sécurité du théâtre et policiers, leurs voix fortes et autoritaires. Le tireur s'affaissa sous moi, sa reddition silencieuse mais indéniable. Les policiers prirent le relais, menottant l'homme et le remettant sur pied. Alors qu'ils l'emmenaient, l'un des officiers resta en arrière, l'air incrédule. « Tu as de la chance d'être vivant, dit-il, sa voix mêlant admiration et reproche. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais l'affronter, fiston? J'ai haussé les épaules, l'adrénaline retombait, ne laissant que l'épuisement. Je connais cet endroit, il fait partie de moi, je ne pouvais pas le regarder se faire détruire. Pendant que la police sécurisait les lieux et que les secours soignaient les blessés, je me suis retrouvé entouré de mes collègues musiciens, leurs visages mêlant soulagement et traumatisme. Anna s'est approchée, les yeux brillants de larmes. « Tu es fou, Sébastien, » dit-elle, mais sa voix tremblait de gratitude. « Mais merci. » Les jours suivants, les événements de cette nuit sont devenus flous, un cauchemar raconté dans les journaux et les conversations chuchotées. Le tireur, on l'a appris, n'avait aucun lien avec le théâtre ou l'orchestre. Ses motivations ont été attribuées à une rage déplacée contre les riches, un récit trop courant dans les histoires qui font nos gros titres. La salle de concert, autrefois lieu de pure création artistique, était devenue un champ de bataille, un rappel brutal de la fragilité des lieux qui nous sont chers. Mais après, quand la communauté s'est mobilisée pour restaurer notre théâtre, j'ai réalisé que la musique transcende même les moments les plus sombres. On a donné un concert peu après, un hommage à la résilience humaine et au pouvoir unificateur de la musique. En montant sur scène, violon en main, j'ai ressenti un lien profond avec chaque personne dans la salle. Les notes jouées ce soir-là étaient plus que des mélodies. C'était notre refus de nous laisser réduire au silence par la peur. Le festival devait être une échappatoire, un endroit pour se perdre dans la foule et le vacarme qui promettait un répit du silence hanté de mes pensées. Je m'appelle Casey, et si on m'avait dit que ma quête de réconfort me mènerait vers un effondrement psychologique, j'aurais ri. Mais j'étais là, au bord du précipice de mon propre esprit, vacillant à la limite de la raison. La journée avait commencé comme les autres au festival, l'air électrique d'anticipation et le sol vibrant de basses. J'errais sans but, silhouette solitaire dans une mer de visages, jusqu'à ce qu'un inconnu attire mon regard. Il était étrange, non par son apparence banale, mais par sa façon de traverser la foule, intacte et invisible. « Tu cherches une expérience ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible dans la musique. J'ai hoché la tête, curieux. Il me tendit une petite pilule discrète, sa surface scintillant d'une promesse d'évasion. Ça va te plonger dans la musique, mais attention, c'est pas pour les âmes sensibles. J'ai avalé la pilule, sans réfléchir, une décision qui allait me hanter. Rien qui me ferait oublier la tragédie que je venais de vivre. Tout ce qui promettait de m'éloigner et faire taire les 1000 pensées négatives qui martelaient mon esprit sans cesse.
je le prendrais. Alors que les produits chimiques coulèrent dans mes veines, le monde autour de moi se déforma, la musique devenant une entité pulsante qui donnait vie à mes peurs les plus sombres. Le paysage du festival se transforma sous mes yeux, la scène vibrante devenant un tableau cauchemardesque d'ombres et de murmures. Chaque note tirait sur les cordes de mon âme, les dénouant avec une précision chirurgicale. Je n'étais plus spectatrice, je faisais partie du concert. La musique me traversait, me portant sur une vague d'émotions incontrôlables. Puis vinrent les visions, vives et terrifiantes. Ils m'ont submergé comme des vagues, chacun un souvenir de la tragédie qui m'avait plongé dans le désespoir. En un instant, chaque visage que je croisais me ressemblait. Puis quelques personnes ont commencé à flotter dans les airs, chacune chantant dans une langue inconnue. J'étais de retour là-bas, dans l'instant qui avait brisé mon monde, entouré du chaos et des cris qui entêtent mes rêves depuis. J'ai essayé de fuir, de m'arracher aux visions qui griffaient ma santé mentale. La musique était implacable, un appel de sirène auquel je ne pouvais échapper. Elle murmurait la culpabilité, des secrets enfouis au fond de ma psyché, des secrets que j'avais tant voulu oublier. Aidez-moi. Je me suis entendu crier, mais je ne l'avais pas dit. Alors comment entendais-je ma propre voix? Et puis, quand j'ai voulu parler, ma voix s'est perdue dans la cacophonie. Juste une note de plus dans cette symphonie de terreur. Autour de moi, les festivaliers continuaient de danser, inconscients de la lutte qui faisait rage en moi. Au fil de la nuit, la frontière entre réalité et cauchemar s'estompa, les visions devenant indiscernables du monde autour de moi. J'étais piégé dans une boucle de peur et de confusion, chaque instant s'étirant à l'infini. C'est dans ce tourment que je fus confronté à la vision la plus glaçante, une silhouette d'ombre, très cachée mais intention claire. Elle tendit la main vers moi, geste d'horreurs indicibles, et je sus, avec une clarté perçant le brouillard, que je faisais face à ma propre culpabilité. La musique, cacophonie de cris et dissonances, atteignit son paroxysme, et je me préparais à la plongée finale dans la folie. Mais alors, au bord du désespoir, une main trouva la mienne, me tirant du gouffre. La main qui me ramena de l'abîme semblait réelle, ancrante, au milieu du chaos tourbillonnant de mon esprit. Clignant des yeux face aux lumières crues du festival, je me suis retrouvé à croiser les yeux inquiets d'une amie, Maya, qui m'avait cherché après que j'ai disparu dans la foule. « Casey, ça va? Tu me fais peur ?» dit-elle, sa voix teintée d'une inquiétude sincère. Sa présence était une bouée de sauvetage, un phare de réalité dans la tempête de mon esprit. J'ai essayé d'exprimer ce que je vivais, mais comment pouvais-je expliquer l'inexplicable? La musique continuait de jouer, une force implacable, mais l'intervention de Maya avait d'une certaine façon réduit son emprise sur moi. J'ai pris quelque chose, réussis-je à dire, la voix tremblante. Ça me fait voir des choses horribles. Les yeux de Maya s'écarquillèrent de compréhension et d'inquiétude. « Il faut qu'on te sorte d'ici maintenant », décida-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Alors que nous traversions le terrain du festival, les visions continuaient de m'assailler, bien que désormais entrecoupées de moments de clarté. La foule autour de moi semblait oppressante, chaque visage un masque de jugement, chaque pas un voyage à travers mes peurs les plus profondes. Mais la présence de Maya était constante, un rappel du monde au-delà de mon cauchemar psychédélique. Quand nous avons atteint la zone de camping, les pires visions s'estompaient, laissant un résidu de terreur et un profond sentiment de vulnérabilité. Dans le silence du petit matin, avec Maya à mes côtés, j'ai commencé à dénouer les fils de mon expérience. Le voyage psychédélique n'avait pas été une échappatoire, mais une confrontation avec le traumatisme que j'avais tenté d'enterrer. La tragédie qui avait emporté un être cher, laissant un vide rempli de culpabilité et de questions sans réponse. Pourquoi ai-je vu ces choses, Maya? Pourquoi ça semblait si réel? Demandai-je, les mots lourds du poids de ma confusion.
Maya prit un moment avant de répondre, le regard pensif. Parfois, notre esprit trouve des moyens de nous confronter à nos peurs, à notre culpabilité. Peut-être que ton esprit te forçait à affronter ce qui s'était passé, à commencer à guérir. Et c'est là que je me suis souvenu. Maya était morte. On a eu un accident de voiture à cause de mon imprudence, et c'est ainsi que ma culpabilité s'est manifestée. Les visions, la terreur, la musique implacable, c'étaient des manifestations de ma propre psyché, un paysage façonné par mon chagrin et ma culpabilité. Puis ma vision s'est éclaircie et Maya a disparu sous mes yeux. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'étais dans le coma depuis presque 2 semaines. Il s'est avéré que l'homme mystérieux qui avait distribué les psychédéliques a été retrouvé et qu'il avait reçu ces substances du docteur Johnson, mon thérapeute, avec 10 autres personnes qui étaient au concert. Il nous avait manipulés pour nous envoyer au concert et avait fait donner une concoction qu'il avait préparée pour tester illégalement sa nouvelle thérapie sur ses patients à leur insu. Sur les 10 patients, 3 ont fait un arrêt cardiaque, les autres sont tombés dans le coma à l'hôpital. J'ai été arrêté et le scandale a éclaté avant même que je me réveille. Mais bizarrement, je me sentais mieux, beaucoup mieux. La confrontation avec Maya m'avait apporté une sorte de paix et je savais que ma guérison avait commencé. Je me sentais plus légère. J'ai souri pour la première fois depuis des mois en voyant mes parents me prendre dans leurs bras. Le docteur Johnson a été arrêté. Sa méthode était illégale et dangereuse, pourtant elle m'a guéri de mon traumatisme. Bizarre.